Bonjour à tous, il fait beau, c'est bientôt l'été et justement on va parler de Cuba. Tout ce qu'il faut savoir si vous voulez y aller et donc pour bien préparer votre voyage, voilà, on va faire un truc complet et je vais fermer la porte, j'arrive. Donc Cuba, alors croyez-moi, il faut savoir énormément de choses sur ce pays avant d'y voyager. J'ai fait un petit document récapitulatif des choses à faire avant de partir, des choses à savoir une fois que vous y êtes. Ce document, bien évidemment, je vous le mets à disposition, il est dans la description. Et tout au long de cette vidéo, on va parler un petit peu des choses à savoir pour Cuba. J'ai même pris des notes sur mon téléphone quand j'y étais. Comme ça, je suis sûr de rien rater. Avant de vous y rendre, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une carte touristique. Donc cette carte touristique, ça va vous permettre d'entrer dans le pays. Si vous ne faites pas cette carte touristique, vous ne pourrez pas rentrer à Cuba. Donc même si vous payez tout, même si vous avez déjà tout préparé votre voyage, si vous n'avez pas fait votre carte touristique, vous ne rentrerez pas dans le pays. De toute façon, Air France vous le rappellera bien assez tôt. Donc pour faire cette carte touristique, plusieurs moyens s'offrent à vous. Donc si vous habitez à Paris, vous pouvez aller directement au consulat de Cuba. Alors pareil, je vous mets un document en description justement qui va vous permettre de tout savoir sur cette carte touristique, comment l'obtenir. Donc vous avez plusieurs moyens, soit vous passez directement par le consulat de Cuba qui se trouve à Paris, donc là vous le faites sur place, il y a pas mal de documents, quelques documents à ramener, donc votre passeport valable, un billet d'avion aller-retour, ou si vous n'avez pas vos billets, c'est une attestation de votre agence de voyage, un formulaire à remplir, le formulaire il est pareil avec ce document, de toute façon vous inquiétez pas, ne le cherchez pas partout, et bien évidemment il faut ramener de l'argent. 22 € c'est le prix que ça va vous coûter. Et l'avantage c'est que quand vous ramenez tout ça, vous ressortez directement avec la carte touristique. Donc, si vous le faites pour vous, c'est 22 €, mais si vous le faites pour une autre personne qui n'est pas sur place, c'est possible, mais il va falloir ajouter 25 € en plus des 22 €. Si vous n'habitez pas à côté de l'ambassade de Cuba, c'est pas grave. Là encore, il y a la possibilité de passer par ce formulaire, vous verrez, c'est des documents envoyés par la poste. Ça vous coûtera un peu plus cher, 47 € exactement. Mais j'ai une astuce. En tout cas, moi, j'ai pas essayé, mais je sais que c'est un site très fiable, on en reviendra dessus justement après. Eh bien, c'est par Novela Cuba. Alors, Novela Cuba, c'est un site internet qui s'occupe un petit peu de prestations. C'est un prestataire, on va dire, que ce soit voiture avec chauffeur, transfert, hôtel. Voilà, vous avez pas mal de choses qu'ils proposent pour Cuba. Et eux, ils proposent également la carte touristique et ça coûte moins cher parce que là, pour une carte de touriste, vous en avez pour 27 €. Parce que si vous passez par le formulaire et donc par l'ambassade de Cuba, ça vous coûte 47 €. Donc voilà, une petite astuce, déjà la première astuce de cette vidéo. Si vous voulez faire des cartes touristes et que vous n'êtes pas proche de l'ambassade de Cuba, faites-le par Novela Cuba. En plus, Novela Cuba, pour avoir loué une voiture sur ce site, ils sont assez réactifs au niveau du support. Autre chose à savoir, il va falloir une attestation d'assurance, en tout cas de rapatriement. Alors ça, vous embêtez pas, une carte bancaire, ça suffit. Vous allez en fait, selon si c'est Visa, je sais pas chez qui vous êtes, vous allez sur le site de Visa, des assurances Visa, et en fait, en rentrant les informations de votre carte, vous allez pouvoir télécharger directement les attestations d'assurance. Et en plus, moi j'ai une Visa personnellement, j'ai pu les télécharger en espagnol, dans la langue que je veux. Donc, je les ai pris français et espagnol, je les ai imprimés. D'ailleurs, je parle d'impression, ayez toujours les documents en papier. Ils préfèrent là-bas les documents en papier que sur le téléphone, au moins ça ira un peu plus vite. Donc un petit récapitulatif, vous avez maintenant votre carte touristique, vous avez maintenant votre assurance de voyage, votre assurance de rapatriement. Ça fait déjà deux, on passe à la troisième chose, un formulaire de viajeros. Je crois que ça se dit un peu comme ça, excusez-moi pour mon espagnol. Donc ça c'est un formulaire, c'est un peu comme l'ESTA des États-Unis. Et on va revenir sur les États-Unis parce que c'est très important. Donc c'est un formulaire à remplir, voilà, quelques informations que vous allez devoir rentrer, rien de bien méchant. Voilà, c'est un formulaire qu'on va vous demander quand vous serez arrivé à Cuba, donc faites-le, imprimez-le, remplissez-le, et au moins vous ne serez pas embêté à la frontière. Donc en parlant des États-Unis, il faut savoir quelque chose, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais vous ne pourrez plus aller aux États-Unis avec un simple ESTA. Je m'explique, aujourd'hui si vous voulez aux États-Unis, il faut simplement remplir un ESTA. Et bien ça change, une fois que vous avez voyagé à Cuba, vous ne pourrez plus rentrer dans les États-Unis avec un simple ESTA, il va falloir demander un visa. Et ce visa, c'est pas une simple demande qu'on fait en ligne, non. C'est un formulaire, payer des frais de visa, et il me semble qu'ils sont pas mal chers d'ailleurs. Et également, et ça c'est le plus embêtant pour ceux qui n'habitent pas à côté de l'ambassade encore une fois, vous allez devoir avoir une entrevue à l'ambassade ou au consulat, et c'est un peu embêtant si vous avez prévu un voyage aux États-Unis. Voilà, il faut prévoir à l'avance ces choses-là, en sachant que si vous n'avez pas prévu d'aller aux États-Unis, sachez que les escales, c'est la même chose. Si vous passez par les États-Unis en escale, même si vous ne sortez pas de l'aéroport, il va falloir faire ces choses-là. Donc voilà, c'est important, je le précise toujours. Si vous n'avez pas prévu d'aller aux États-Unis ou si vous n'avez pas prévu une escale aux États-Unis, pas de souci. À savoir aussi, il n'y a pas de délai, c'est à dire que c'est pas ok 5 ans après mon voyage à Cuba je vais pouvoir y aller. Non, non, c'est à vie les gars. Parce que là à Cuba,
En tout cas, si la loi n'a pas changé d'ici là, vous aurez tout le temps à faire ça pour aller aux États-Unis. Bref, on continue. Si certains d'entre vous se posent la question sur les vaccins, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Après, il y a des vaccins qui sont recommandés, ce qui est normal. Ces vaccins recommandés sont disponibles dans le document que je vous mets à disposition dans la description, toujours bien évidemment. Ça y est, votre voyage est tout préparé, vous avez tous les documents. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. J'ai été à Cuba, j'ai fait un petit peu toutes les grandes villes, les choses à voir. Donc mon retour d'expérience, comme je vous ai dit, j'ai voyagé de fin avril à mai. J'ai voyagé 2 semaines là-bas. Donc j'ai visité La Havane, Varadero, Trinidad, Ciego et Cayo Guillermo. Voilà, c'est les 5 villes que j'ai fait. Ça fait un grand tour. Il y a plusieurs choses que j'ai notées durant mon voyage. J'ai eu la chance de voir 2 visages dans Cuba. J'ai vu le visage touristique, le visage qu'on veut montrer aux touristes, c'est super, Cuba, etc. Et le visage de l'habitant local, de celui qui habite, de celui qui vit vraiment dans Cuba, voilà, j'étais dans des lieux qui sont non touristiques. Voilà, parce que ma copine est cubaine, sa famille est là-bas, donc on a été rendre visite à sa famille et j'ai pu voir le vrai visage, on va dire, de Cuba, ce que vous ne voyez pas en tant que touriste. Si vous allez dormir chez l'habitant, vous allez voir ces choses-là. Si vous discutez un peu avec les Cubains, vous parlez espagnol, vous allez voir ces choses-là. Mais si vous êtes touriste et que vous allez dans un hôtel 5 étoiles, comme par exemple à Cayo Guillermo, vous n'allez pas voir ces choses-là. Et c'est triste parce que je trouve que c'est important de voir les 2 visages et j'ai eu cette chance, moi, d'avoir vu un petit peu tout ça. Donc je me suis fait des petites notes sur mon téléphone, plusieurs choses à noter. Ne soyez pas choqués quand vous allez faire des visites, par exemple dans des musées. À l'entrée, vous allez voir un panneau prix touriste, prix cubain. Effectivement, dans plusieurs endroits comme ça, vous allez payer le prix fort, les Cubains vont payer le prix faible. L'avantage, c'est que j'étais avec les Cubains, c'est eux qui allaient devant moi et qui payaient d'avance, on va dire, notre entrée, ce qui fait qu'on payait toujours les prix cubains. Mais vous êtes touriste, vous payez plus cher, et oui, vous êtes plus aisé qu'eux, donc vous payez plus cher. Donc faut pas être choqué, c'est normal là-bas. Moi, ça m'a fait bizarre au début, mais après, voilà, au fil du voyage, vous comprenez. Alors ça aussi, je l'ai pas découvert dans des vidéos. Sachez qu'à Cuba, selon les villes que vous visitez, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, vous avez des coupures d'électricité. Donc il faut savoir que plus vous êtes vers la Havane, plus les coupures sont peu fréquentes, voire quasi inexistantes, ça dure 5 minutes et ça repart. Plus vous allez aller dans l'est du pays, plus les coupures vont être longues. Par exemple, moi j'ai été à Ciego, qui est une ville non touristique. Et bien à Ciego, on avait des coupures de 3 heures. Trinidad, Cienfuegos, ces 2 villes qu'on a fait, et bien c'est pareil, vous avez des coupures de 3 heures, voilà. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui est courant là-bas. Alors l'explication, je l'ai pas, il me semble que c'est pour l'économie, la régulation, la consommation, etc. Donc petite astuce, prévoyez des batteries externes, des choses là pour charger votre téléphone. Si vous avez des lampes, vous savez, un peu de camping qui se rechargent en USB, c'est très bien aussi. Selon les casas particulières, renseignez-vous. Par exemple, moi je suis passé par Airbnb pour plusieurs locations. Plusieurs casas particulières ont des groupes électrogènes, donc vous ne subirez pas tellement cette coupure, juste le temps qu'ils allument le groupe électrogène. Et si vous êtes vraiment chez l'habitant et qu'il n'a pas ça, ne soyez pas choqués, c'est normal. Voilà, vous vivez la vraie aventure Cuba. C'est une aventure Cuba, vous allez voir. Donc ne soyez pas choqués, vous avez des coupures d'électricité. Pareil, par contre, si vous allez dans les lieux très touristiques comme à Cayo Guillermo pour les hôtels 5 étoiles, il n'y a pas de coupure du tout. Bien évidemment, c'est des lieux qui prévoient tout et donc vous ne sentirez pas du tout ces coupures électriques. Autre chose à savoir, dans les villes que vous allez faire, Cienfuegos, Trinidad, et bien là-bas, les casas particulières, d'ailleurs j'appelle ça des casas particulières, mais voyez ça comme un Airbnb, c'est juste le nom là-bas des maisons qu'on loue aux touristes. Donc pour les casas particulières, sachez qu'il n'y a pas aussi forcément l'eau chaude. C'est aussi quelque chose à demander au propriétaire de l'appartement. Est-ce que vous avez l'eau chaude? Est-ce que vous avez un groupe électrogène? Voilà, si vous voulez prévoir votre voyage à fond, via Airbnb ou autre, posez toutes ces questions, au moins vous ne serez pas surpris et vous allez maximiser votre confort pendant ce voyage. Si pareil, vous voulez internet, puisque là-bas, si vous voulez aller avec votre téléphone, ça vous coûte très cher. Si vous voulez prendre une SIM, ça coûte très cher, on va revenir d'ailleurs là-dessus. Donc le plus rentable pour vous, c'est de gratter un peu les Wi-Fi. Posez aussi la question, est-ce que vous avez la Wi-Fi? Sachez que là-bas, c'est pas la même Wi-Fi que chez nous, c'est pas des Wi-Fi limités. Là-bas, en fait, leur Wi-Fi, elle est rechargeable. Ils prennent, je sais pas, peut-être 10-15 gigas et si c'est consommé, il faut leur dire, ils vont réalimenter le compte. Un petit peu à l'ancienne, hein, c'est pas les mêmes technologies que chez nous, mais il faut le savoir, voilà, c'est aussi des questions à poser aux propriétaires. Des petites astuces, voilà, pour votre location. Pendant vos visites, une chose à savoir aussi, il n'y a très souvent pas du tout de papier toilette. Peu importe où vous allez. Pour vous dire, j'ai même été dans un hôtel 5 étoiles, il n'y en avait pas. Donc dans les toilettes publiques, il n'y aura pas de papier. Il faut toujours prévoir un rouleau avec vous du coup. Ou à l'exception, des fois vous avez des dames pipi, on appelle ça. C'est des personnels en fait du nettoyage qui se trouvent à l'accueil. Il faut payer pour prendre son papier. On parle de paiement, et bien on va parler de la monnaie locale, le cup. Donc c'est la monnaie locale là-bas. Sachez que l'euro est plus fort, c'est la monnaie la plus forte en tout cas à l'heure où je vous parle pour transférer, ou en tout cas pour changer
vos euros en cup. Vous allez avoir beaucoup de cups pour pas beaucoup d'euros. À titre indicatif pour vous, moi je suis parti avec 500 euros et j'ai pas tout utilisé. Je crois que j'ai utilisé un bon 200-300 euros en cup. Le reste j'ai gardé en euros. Donc vous partez avec des euros, ne faites pas le changement avant, ne faites pas le changement dans l'aéroport ou les banques, etc. Ne faites pas vos changements là, faites plutôt des changements avec des gens dans la rue. Alors si vous pouvez avoir des recommandations, par exemple, demandez à votre casa particulière, voilà, j'aimerais changer de l'argent. Est-ce que tu as des personnes honnêtes que tu pourrais me recommander? Et généralement, ils ont toujours une personne dans leur entourage qui peut faire votre changement, votre change. Et au moins, là encore, vous allez économiser des euros. Donc sur ce change en cup, je vous donne également un lien dans la description. C'est le lien qui vous montre le cours du cup euro. Au moins, pour ce changement, pour ce change que vous allez avoir, le but, c'est que ce soit fait au prix du change. Si vous le faites en dessous, vous perdrez. Sur votre change d'ailleurs, quand on va vous donner des billets en cup, regardez bien que ces billets soient en bon état, qu'on ne vous donne pas des billets arrachés, déchirés, etc. Souvent, le cubain n'accepte pas cette monnaie. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'il faut savoir avec la monnaie locale. Après, sachez que de plus en plus, Cuba, et c'est un peu triste, parce que d'un côté, de mon expérience, en tout cas de mon ressenti, le tourisme fait vivre Cuba, mais pour moi, d'un côté, on est en train de tuer le pays aussi. Je vous explique pourquoi. De plus en plus, j'ai remarqué que partout où on allait, on demandait de payer en euros. Vous allez me dire c'est normal, souvent vu que l'euro est plus cher, on vous demande souvent l'euro. Oui, peut-être, mais moi je voyais des Cubains aller et les Cubains, on leur demandait aussi des euros. Et si vous les payez en cup, c'est pas possible. C'est que euros ou dollars. Et moi, ça m'a un peu attristé parce que c'est des choses souvent qui sont utiles à la vie. L'essence, vous allez acheter des papiers toilettes, de l'eau, etc. Bah pareil, dedans, déjà vous rentrez un par un, vous laissez les sacs à l'entrée. La monnaie, on n'accepte pas et le cup est interdit. Si vous payez l'essence, c'est pareil, c'est carte bancaire. L'espèce, ça ne marche pas. Que ce soit cup ou euro, c'est carte bancaire. Chose à savoir, sachez-le, les cartes Mastercard ne sont pas autorisées, puisque les cartes allemandes, américaines, ça passe pas, les TPE ne passent pas. Donc prévoyez, par exemple, votre CB français, ça va fonctionner, des visas, ça va fonctionner. Si vous voulez pas payer de frais, dirigez-vous peut-être, je crois qu'il y a Hello Bank qui fait une carte blanche, à mes souvenirs, Hello One. Eux, il n'y a pas de frais quand vous payez par carte bancaire. Il me semble que Boursorama Bank ou Boursobank le fait aussi. Après, j'ai pas toutes les banques en tête. À vous de voir si vous ouvrez un compte juste pour le voyage ou si vous pouvez vous arranger avec votre banque, je sais pas. Voilà, il faut savoir ces choses-là. C'est pour ça que ne faites pas forcément tout votre change en cup. Gardez de l'euro parce que de plus en plus, dans ce pays, de plus en plus à Cuba, on vous demandera des euros ou des dollars. Petite chose à savoir, du coup, si vous payez en euros quelque chose, gardez les grosses coupures pour l'échange et les petites coupures, donc les 5, les 10 euros, voire même de la monnaie pour acheter des choses. Vu que l'euro est plus cher, vous n'allez pas dépenser beaucoup. Donc si par exemple vous allez acheter un truc à 3 euros et que vous lui tendez un billet de 20, il aura sûrement pas la monnaie. Faites des petites coupures si vous voulez payer en euros et avec les grosses coupures, prévoyez pour faire l'échange. Et enfin, je termine avec les petites astuces à savoir, c'est des trucs qui sont pas forcément obligatoires. Si vous voulez avoir une SIM, j'ai trouvé des entreprises qui s'occupent de faire ça à Cuba. Alors sachez que là-bas, il n'y a pas de eSIM, c'est des SIM qu'on achète et qu'on remplace par la SIM actuelle dans notre téléphone. Par exemple, vous avez une SIM à 6 gigaoctets qui coûte à peu près 35 euros là-bas en prix moyen. Voilà. Et les entreprises, c'est Etexa ou vous avez le site internet sueñacuba.com. Je galère, hein, putain, l'espagnol, je ne l'ai pas encore géré. Mais voilà, vous avez ces deux sites-là si jamais vous voulez avoir une SIM là-bas pour avoir internet. Sinon, vous inquiétez pas besoin d'internet. Vous pouvez voir avec votre propriétaire de la casa particulière ou le responsable de l'hôtel si vous êtes en hôtel. L'avantage là-bas, c'est que tout le monde se parle. Tout le monde s'arrange, voilà, ils sont très accueillants les Cubains et si vous leur demandez quelque chose, ils seront toujours là à vous aider et à faire en sorte que vous ayez ce que vous demandez. Si vous n'avez pas de carte bancaire Visa et que vous n'avez pas réussi à avoir votre assurance de rapatriement, vous avez un site internet qui propose des assurances pas très chères, c'est solwayscuba.com. On passe maintenant sur les locations de voitures à Cuba et je vais vous donner quelques astuces et des choses à savoir pour louer une voiture. Donc je suis passé par Novela Cuba. Alors Novela Cuba, c'est un prestataire, encore une fois, c'est pas qui loue la voiture et vous met en relation avec des entreprises qui se trouvent à Cuba. Donc je suis passé par Novela Cuba et Novela Cuba, quand ils vous proposent toutes les voitures, je suis passé par l'entreprise Habanas Autos. Donc, plusieurs choses à savoir. Déjà, moi, je vous conseille fortement de prendre un véhicule automatique parce que vous allez faire beaucoup de changements de vitesse. Et si vous faites comme moi tout le tour de Cuba, l'automatique, c'est confort. Et je pense que c'est même limite indispensable si vous voulez pas vous fatiguer parce que c'est des longues routes. On roule pas forcément vite à Cuba. Sachez que la limite maximum autorisée, c'est 110. Vous irez pas plus vite. Donc, je vous conseille déjà de partir sur une automatique, même si ça coûte 100 euros ou 200 euros de plus par rapport à une manuelle. Je vous le conseille. Moi, j'ai pas pris la gamme économique, mais je suis passé à l'aéroport de la Havane et j'ai vu les économiques qui sont quand même assez qualitatives. Donc moi, j'ai pris la gamme d'au-dessus
c'est une Peugeot 301 ou similaire. Alors j'ai pas eu du tout de Peugeot 301, j'ai une voiture japonaise. Et ben elle est très qualitative, j'ai pas eu de problème avec. Il y avait la clim tout, franchement voilà, il y avait quelques trucs dans la voiture qui ne fonctionnaient pas, mais ça bon, à la limite c'est pas forcément important. Le toit ouvrant ne s'ouvrait pas, c'est pas très important tant qu'il y a la clim et que ça roule. Moi je m'en foutais un petit peu. Donc pour 2 semaines on en a eu pour 1332 €, donc oui c'est un prix. Mais si vous voulez faire tout Cuba et que vous êtes beaucoup, bah, c'est peut-être plus avantageux de passer par ça plutôt qu'un taxi. Petit problème quand même que je vais souligner, et, je me suis pris un petit peu le bec avec Novella Cuba par mail. Donc comme promis, je fais une vidéo sur ce qui s'est passé. En fait, quand j'ai loué le véhicule, 1 semaine ou 2 semaines avant d'arriver, Novella Cuba m'a dit: ah, petit problème sur la prise en charge de votre véhicule, vous ne pouvez pas le prendre en charge dans l'aéroport. Vous allez le prendre en charge dans la Havane, à 25 minutes de l'aéroport. Et j'ai dit: ok, bon, ça me va. Dans ces cas-là, est-ce que vous avez prévu un transfert pour que j'y aille? Parce que moi, j'y connais rien. Voilà, je suis touriste, etc. Bon, voilà, on me répond très froidement: ah non, pas de transfert. Vous allez à Havane. C'est soit vous prenez votre véhicule, soit j'annule votre réservation. Et je dis d'accord. Et je dis bah dans ces cas-là, je vais quand même demander un geste parce que c'est un coût en plus. Faut que je prenne un taxi pour aller chercher ma voiture. C'est pas pareil. Il me dit oui, il y aura pas de geste. C'est soit j'annule, soit on continue la location. Votre véhicule est bloqué. Donc il voulait rien savoir, bien évidemment. Voilà, je vous le précise. Vous allez peut-être avoir par contre une surprise sur l'agence de départ selon votre véhicule. C'est la seule mésaventure un peu que j'ai eu avec eux. Ils veulent rien savoir. Donc voilà, je voulais quand même en parler avec vous. Pour la prise en charge du véhicule. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous conseille fortement, même si on vous donne un papier de location, ah tiens c'est bon, on s'en fout des rayures, tu vois, parce que les Cubains sont un petit peu comme ça, oh les rayures je m'en fous, allez c'est bon, tu vois. Sauf que quand vous allez retourner avec la voiture, vous allez revenir à l'agence, attendez cette rayure elle est pas notée, cette machin elle est pas notée, donc peu importe ce qu'on vous dit, même si vous êtes en confiance avec la personne, prenez le bon de location, ce que vous voyez, si même il le pré-remplit. Moi, il me l'avait pré-rempli, il avait mis des petites rayures par-ci par-là. Je dis non, j'y attends. Là, le véhicule, il est rayé comme ça. Voilà, j'ai fait le tour avec lui. On a mis le véhicule entièrement rayé et au moins, quand vous restituez le véhicule, vous êtes sûr d'éviter tout problème. Il faut savoir aussi, et ça c'est pas qu'à Cuba, mais quand vous louez une voiture avec votre carte bancaire, si votre carte est débit et pas crédit, au niveau de la caution, ça peut changer. Soit vous allez avoir une empreinte avec une carte de crédit, vous allez avoir une empreinte de la caution. Par contre, vous avez une carte débit, bah, vous allez devoir payer la caution et elle vous sera rendue. C'est un petit peu différent, mais il faut le savoir. Et très peu de gens le savent. Ils disent, mais c'est de l'arnaque. Non, c'est pas de l'arnaque. Il y a beaucoup de pays, je crois que tous les pays où j'ai voyagé d'ailleurs et que j'ai loué une voiture, ça se passait comme ça. Donc si vous louez une voiture dans n'importe quel pays, Cuba y compris, prenez une carte de crédit. On est sur le thème de la voiture et j'ai noté quelque chose à savoir, des petites astuces si vous en avez loué une. Donc on va parler déjà le plus important, l'essence. Alors l'essence, là-bas, il faut savoir que dans toutes les stations que j'ai faites, on m'a toujours demandé de payer en carte bancaire. Et sachez là encore une fois qu'il faut prévoir un petit peu le coût, puisque les cartes bancaires par exemple Mastercard sont souvent pas pris en charge par la boutique, ça ne marche pas sur le TPE. J'ai essayé avec ma carte bancaire, ça ne marche pas, ça vous met pas autorisé, donc évitez. Par contre les Visa ou les CB françaises, ça fonctionne très bien et on vous demandera uniquement de payer par carte bancaire. L'espèce, ça ne marche pas. Le cup, ça ne marche pas. Donc, il faut le savoir. Prévoyez une carte bancaire où vous payez pas ou peu de frais. Et c'est aussi là l'avantage de repartir sur une automatique, c'est que vous allez consommer très peu. Que moi, il faut savoir que j'avais une automatique, j'ai fait à peu près 2000 bornes pendant ce séjour et j'ai fait 3 fois le plein. Elle a été très économique ma voiture et c'est aussi l'avantage de faire moins l'essence, donc de moins utiliser sa carte bancaire. Donc prenez-vous-y à l'avance pour faire l'essence. Quand vous êtes dans une grande ville et que vous êtes en mi-plein et que vous vous dites ouais bah je vais aller après à Trinidad et tout faire le plein là-bas, bah c'est peut-être pas sûr que là-bas ils aient de l'essence. Souvent même quand vous allez à une station, c'est pas sûr qu'ils ont de l'essence, en tout cas celui que vous cherchez. Donc si vous avez le mi-plein et que vous voyez une station qui est à côté et qui a votre essence, ne prenez pas de risque, faites le plein. Et puis au moins, vous êtes sûr d'être tranquille une fois arrivé dans votre nouvelle ville. Voilà, au moins vous n'aurez pas de surprise et je vous conseille toujours vous y prendre à l'avance. C'est très important de s'y prendre à l'avance à Cuba, croyez-moi. Donc voilà, autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, à Cuba, les routes sont horribles. Ah, sachez-le, si vous plaignez des simples petits 3 trous que vous avez au bord de chez vous en France, là-bas c'est pire, vous avez des trous toutes les 5 mètres. Vous allez devoir faire des gros écarts sur l'autoroute pour vous dire. Il faut circuler au milieu pour éviter les trous. Vous allez avoir beaucoup de problèmes sur la route. La route elle est toujours pas propre, toujours pas nickel. Vous allez avoir énormément de choses à éviter. De nuit, je vous le déconseille, il n'y a pas d'éclairage et les gens font du vélo ou il y a des chevaux qui sont en plein sur la route. Si vous les voyez pas, si vous avez déjà du mal à circuler,
je vous conseille d'éviter la nuit. Roulez prudemment, même si c'est limite autorisé à 80 et que vous voyez que la route elle est en mauvais état, roulez pas à 80. Je vous conseille de descendre votre vitesse, au moins vous éviterez tout problème. Et s'il y a problème, et j'en ai eu, vous allez avoir beaucoup de pneus crevés pendant votre séjour. Croyez-moi, ça va peut-être y arriver une seule fois si vous avez de la chance. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Si votre pneu crève, il faudra vous diriger vers des poncheras. Des poncheras, en fait, c'est les spécialistes du pneu. Donc j'ai été 2 fois chez un ponchera. Je peux vous dire, ça coûte pas très cher. Il faut trouver un bon ponchera. C'est au maximum de payer en cup. La première fois, c'était vers Siego. J'ai roulé sur un truc comme ça avec 2 clous énormes, le pneu mort. Donc je l'ai changé. On a été à un ponchera. Voilà, on s'en est bien sorti. Et la deuxième fois, c'est là où je vais vous en parler. Si vous avez une voiture et que vous circulez en ville, attention aux arnaqueurs, parce qu'il y en a. En fait, il faut le savoir, c'est le gars de la ponchera qui nous en a parlé. À Cuba, en tout cas à Trinidad, moi j'ai eu une pratique d'arnaque qu'on a évité avec la chance. En fait, ça faisait plusieurs jours où j'entendais quelque chose sur mon pneu qui faisait, vous savez, comme un caillou coincé. Je dis ouais, c'est un caillou, c'est bon. Ça fait 3 jours, 4 jours que c'est là. Si ça aurait crevé, je le saurais. J'aurais eu une alerte sur mon tableau de bord, tout. C'est pas crevé. Sauf qu'on roule, voilà, on partait de Trinidad pour aller à Cienfuegos. Donc on a pas mal de routes, je crois que c'est 1 heure à peu près. On partait, et puis là il y a un gars en vélo qui passe à côté et qui fait hey, il y a un truc dans ton pneu, tu vois, il me fait comprendre. Et je dis non mais il y a rien dans le pneu. Et j'ai ma famille, parce que je suis parti avec ma famille. Elle dit si, arrête-toi, il y a un truc dans le pneu, mec, on entend. Je dis oh, mais c'est un caillou, ça fait 4 jours qu'il y est. À savoir, on s'arrête. Donc le gars en vélo fait demi-tour, il vient au niveau de la voiture, il s'accroupit au niveau du pneu, le temps que mon papa sorte. Il dit tiens regarde, bah c'est ça. Mon père dit ah ouais putain t'as un gros clou dans ton pneu là. Je dis ah ouais, j'ai dit bah merde, je dis putain pile quand on va partir, fait chier et tout. Il dit ah ouais bah là faut le changer c'est sûr machin. Et là le mec te dit ah bah ouais mais ça tombe bien, je connais un endroit pour changer, si tu veux suis-moi, je te guide. Et il vous emmène à un ponchera et là il regarde la voiture, le mec et tout, il me dit oh vas-y, tu sais quoi, on a pas mal de trucs à faire là, ta voiture est compliquée, c'est 15 € le pneu. Alors oui, 15 € c'est pas grand chose. Moi je me dis putain faut qu'on parte à Cienfuegos, vas-y, prends mes 15 balles. Et j'y vais et tout. Ma copine, cubaine, elle regarde le mec, elle dit 15 €. Je suis plus cubaine que toi et tu vas me faire payer 15 € un pneu, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon, il commence à se prendre la tête, en espagnol bien sûr. Et en fait, l'arnaque est là. Donc on a fait changer le pneu dans l'autre ponchera. Effectivement, encore une fois, là on a payé 2 €, je crois même pas, pour changer le pneu. Et quand il a retiré le fameux clou du pneu, il me l'a montré, il m'a dit tiens regarde. Et en fait, le clou il est affûté. Alors j'ai une photo, je vous la mets là. Donc le clou est affûté. Et en fait, c'est le gars quand il vous dit qu'il y a un truc dans votre pneu, il vient au pneu et il plante. Le clou dit tiens, bah, regarde, c'est là. Sauf que le temps que tu sortes, tu vois pas, il fait ça vite. C'est triste, mais là-bas il faut gagner sa vie. Donc il y a beaucoup de pratiques un petit peu comme ça. Donc soyez toujours un petit peu sur les aguets aussi. C'est un truc à savoir. Parlons maintenant des logements. Donc je vous ai donné déjà pas mal d'astuces sur les casas particulars. Donc moi, je suis passé la plupart du temps par Airbnb. Et quand je suis pas passé par Airbnb, bah j'ai directement été dans les hôtels. De toute façon, dans le document que je vous ai mis en description, vous allez avoir mon parcours avec le prix que j'ai payé. Les logements restent pas chers. Essayez de voir si vous pouvez trouver des logements avec des petits déjeuners, si possible de les payer en cup. Vous allez voir, c'est très rare. Ça reste relativement correct. Posez les questions que je vous ai dit au début si vous voulez vraiment assurer votre voyage qui soit le plus parfait possible. Il n'y a pas grand chose à savoir. Moi, je suis passé, comme je vous dis, par Airbnb et ça se fait tout seul. Parlez bien avec le propriétaire. Voilà, je suis bien là. Merci de m'avoir accueilli. T'as vu, on est 8. C'est bon pour vous? Est-ce que tout est correct? Amorcez votre dialogue. Discuter avec la personne, essayez voilà d'éviter le maximum de surprises parce que à Cuba il y a déjà beaucoup de surprises tous les jours, donc plus vous y prenez à l'avance et plus vous prévoyez un petit peu les choses, moins votre séjour aura de surprises. Voilà, vous aurez moins de changements de programme par exemple, etc. Donc n'hésitez pas à leur parler, poser des questions, ils sont très agréables. Voilà, après bon voilà, le coût de la vie là-bas n'est pas très cher, hein. Quand je vous ai dit, si vous payez quasi tout en cup, ça vous coûte rien. Si vous passez en euros, bien évidemment vous allez payer un petit peu plus cher les choses, les restaurants, etc. ça revient pas si cher que ça, même des fois en euros, hein. Quand vous payez que en euros avec l'euro obligatoire, ça revient pas si cher que ça. Voilà, je crois que j'ai donné un petit peu toutes les astuces sur ce voyage. Si je devais faire une conclusion sur ce voyage là, c'était un voyage plein de surprises, une belle découverte parce que mine de rien, même si ça reste un pays pauvre, hein, il faut savoir que Cuba c'est très pauvre, vous trouvez pas toute la nourriture qu'on trouve ici en France. Par exemple, même le café, il y a souvent plus de café au restaurant ou il y a souvent pas de café à l'hôtel, peu importe où vous allez, il y a pas mal de pénuries, vous trouvez pas tout. Là-bas le poulet se fait beaucoup, le porc aussi se fait beaucoup, mais vous allez voir les viandes rouges c'est rare, voire très cher. Après ça reste authentique, c'est vraiment le seul pays où vous allez pouvoir vivre cette authenticité. Tout ce que vous verrez à Cuba, vous ne pourrez pas le voir forcément dans un autre pays. Les voitures, les infrastructures qui sont vraiment atypiques, les maisons, les hôtels, enfin voilà, toutes ces choses là sont propres et uniques à Cuba et c'est vraiment une expérience qu'on a vécue. Et je sais que par exemple mes parents qui ont voyagé avec moi,
Ils ont adoré parce qu'ils ont retrouvé un peu leur enfance, ils ont retrouvé les voitures qu'ils voyaient quand ils étaient tout petits, ils ont retrouvé un petit peu la technologie qu'il y avait à leur temps. Et voilà, eux par exemple, ils ont adoré ce voyage. Après, je vous ai raconté un peu l'histoire, mon ressenti pour les Cubains. Bah moi, je trouve ça triste. Le cours de l'euro et du cup monte, ce qui fait qu'ils perdent encore plus chaque jour. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas pour les habitants, si jamais vous voulez leur offrir des cadeaux, bah, les médicaments par exemple, c'est quelque chose qu'il n'y a pas souvent, pas beaucoup là-bas. Donc tout ce qui est Doliprane, Espasfon, les trucs comme ça, les dentifrices, peut-être les brosses à dents, des trucs que nous on utilise chaque jour et que ça peut nous paraître bête. Vous pouvez ramener là-bas, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut trouver pour eux et c'est pas forcément quelque chose qui va être accessible pour eux. Vous pouvez leur laisser des euros aussi. Les euros, bah comme je vous ai dit, tout devient payable en euros. Ça leur fait énormément plaisir quand vous laissez un peu d'euros. Au niveau des villes, moi mon coup de cœur reste Cayo Guillermo parce que l'eau est très bleue, c'est magnifique et bien évidemment on a fait un hôtel 5 étoiles donc c'était un peu plus confort. Je dirais aussi Cienfuegos, c'était beau, c'était joli. La Grande Avenue avec toutes les boutiques, c'est vraiment joli. Moi j'ai adoré Cienfuegos et bien évidemment la Havane qui reste un truc absolument à voir pendant votre séjour, la Havane. Écoutez, je crois que j'ai tout dit sur Cuba, il me semble ne rien avoir oublié, sinon je rajouterai en commentaire épinglé en dessous des choses qui peuvent être importantes et que j'ai oublié. Si ça vous a aidé, et je pense que ça vous a aidé parce que moi je serais tombé sur une vidéo comme ça, je serais été content. Pour me remercier, c'est très simple, un petit like, abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéos. Une autre façon de me remercier, c'est de me suivre aussi sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis commentez, surtout commentez, dites-moi si ça vous a aidé, si vous avez des questions. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Moi, comme je dis, ma copine est cubaine, donc elle peut vous renseigner, elle peut me répondre, et donc si j'ai pas la réponse, je peux demander à ma copine cubaine, ou peut-être que des gens de Cuba qui sont français, qui passent par cette vidéo, pourront vous aider en commentaire. N'hésitez pas à poser la question, la réponse elle se fait souvent dans les 48 heures, je suis assez actif, et je ne laisserai jamais un commentaire sans réponse. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, et à vous dire à la prochaine. Salut!